grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici c'est... L'ARDR, l'Alliance pour la République, la démocratie et la réconciliation a rendu publique une déclaration, c'était hier, une déclaration dans laquelle l'opposition politique accuse notamment le chef de l'État Issoufou Mahamadou d'être nos régionalisme éclairage. C'est le début de ce journal. Et puis le volet reportage de ce journal, c'est la lui consacré à la découverte du gouvernement scolaire de l'école primaire Marie Ducros. Les détails à suivre dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information. Les partis membres de l'opposition politique nigérienne regroupés au sein de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR se sont réunis hier à l'effet d'examiner la situation socio-politique du pays, comme vous le voyez sur ces images. Ces derniers fustigent, entre autres, la gestion de la 7e République et déplorent les propos tenus par le ministre de l'Intérieur, Assumi Massaoudou, sur la Radio France Internationale. Et puis, comme je le disais, les partis membres de l'Alliance pour la République, la démocratie et la réconciliation, ARDL, avaient rendu publique une déclaration de presse, c'était hier. Ces derniers, je le disais également, ont fustigé les propos du ministre de l'Intérieur tenus sur les ondes de nos confrères de RFI, et ont qualifié dans leur déclaration le président Issoufou Mahamadou d'ethno-régionaliste, toute chose qui a suscité ce commentaire de Idi Maman Siraj. Traiter le président Issoufou Mahamadou d'ethnocentriste ou de régionaliste fera sans doute sourire les Nigériens. Les exemples qui prouvent le contraire sont éloquents. D'abord, le président Issoufou a toujours fait l'effort de s'adresser à ses compatriotes dans la langue qu'ils comprennent le mieux. Si l'on regarde du côté du gouvernement, les ministères régaliens ou de souveraineté, appelez-les comme vous le voulez, finances, affaires étrangères, intérieures, défense et plan, ne sont pas détenus par les gens de sa région. En jetant un coup d'œil au bureau exécutif du PNDS Taraya, là non plus, Tawa ne détient pas les rênes du parti. Ils sont sans doute les moins nombreux ou n'occupent pas les premiers rangs. C'est une chose que de faire des commentaires, ça n'est une autre que de saper ce que les autres ont fait de bon. Aujourd'hui, après les éclairages donnés par le ministre Sissé et le fameux point de presse du président Tanja, les Nigériens ont été édifiés sur les fabuleux 400 milliards et sur le prêt Exim Banca. Ceux qui veulent rabaisser le mérite du chef de l'État dans leur boulimie du pouvoir font montrer les surenchères par des manœuvres sournoises, des délations et des intoxications. Les temps ont changé, n'en déplaise aux détracteurs de mauvaise foi. Les Nigériens savent faire la différence entre le vrai et l'ivraie. Aujourd'hui, l'important, l'essentiel est ailleurs, pas dans la délation et les affirmations gratuites. Mais nous comprenons que certains cherchent à prendre leur revanche politique. Leur nostalgie paranoïaque du pouvoir n'a pas disparu. Avoir des ambitions politiques est certes légitime, mais cela doit se passer dans les règles de l'art. Sinon, comment comprendre que toutes les actions entreprises par le gouvernement ne sont que pour eux une supercherie? Les Nigériens ont maintenant compris que derrière leur tactique se cache une stratégie politique. Comment ne pas s'interroger sur les déclarations de certains individus qui n'ont aucune proposition, mais passent le clair de leur temps à détruire même ce qui est bon. Le décryptage de leur discours est si facile qu'il est aisé même à ceux frappés de myopie politique de lire la direction de leur boussole. Le cynisme avec lequel certains hommes politiques tentent de manipuler l'opinion publique est si grossier que l'on n'a pas besoin de trop déranger ces ménages pour comprendre le fond de leurs pensées. Alors, pour exister, on tire à boulet rouge sur tous ceux qui bougent et ceux sans discernement.
Cette aventure paraît marquée de 1000 paradoxes et d'autant de contradictions dont la pensée subtile et ses auteurs peuvent nous dire où ils veulent en venir. Leur arme, c'est de créer des torrents de boue pour salir l'adversaire. Hantés par les vieilles casseroles qu'ils traînent, aucun de leurs actes n'est anodin, encore moins fortuit. Au Niger, heureusement ou malheureusement, tout se sait. Certes, en politique, certains coups du ton sont permis, mais en politique, il y a aussi une éthique. Mais certains feignent d'ignorer cet adage qui dit que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Suite de ce journal, la Fondation Gouri Vie Meilleure a lancé ce matin à l'hôpital national de Zender le projet d'utilisation de gaz butane dans le centre de santé. À cette occasion, la première dame, Aïssata Issoufou, a fait un don de médicaments et de consommables pharmaceutiques à l'hôpital de Zender. Moussa Adamougarba. À travers cette activité, l'ONG Gouri Vie Meilleure vient en appui au programme de renaissance du président de la République. Ce don de la première dame Aïssata Mamadou Issoufou, composé également de produits pharmaceutiques et autres consommables, marque aussi le lancement de l'utilisation du gaz butane comme solution de substitution au bois à énergie dans les services de santé au Niger. La présente cérémonie marque donc le lancement de ce grand projet cher à la première dame Aïssata Mamadou Issoufou. Zender constitue la première étape de ce vaste projet qui va concerner de Maradi, Tawa, Dosso, Tilaberi, Difaya Gadez. Et dans son discours de lancement, la directrice exécutive de la Fondation Gouri Vie Meilleure est revenue sur les principaux objectifs de cette fondation. Cette action cadre parfaitement avec le programme de la Renaissance de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, M. Issou Mahamadou, et de son gouvernement. Fidèle à son engagement à accompagner les actions du gouvernement, la première dame, Hajia Aïssata Issoufou, à travers la fondation Gouri Vie Meilleure, a tout naturellement voulu apporter sa contribution pour la réalisation de ce volet du programme gouvernemental. Nous visons à faire la promotion des énergies alternatives pour un environnement sain et durable. Mesdames et messieurs, nous profitons de cette occasion pour également apporter un soutien en équipements et consommables médicaux ainsi qu'un lot de médicaments à l'hôpital. Nous espérons que cela contribuera à l'amélioration de la santé des populations de Zender. Je ne terminerai pas mon propos sans remercier tous nos généreux donateurs ainsi que les autorités administratives et coutumières de Zender qui ont rehaussé de leur présence l'éclat de cette cérémonie. Je vous remercie. En réceptionnant ce don, le directeur de l'hôpital national de Zender a, au nom des populations bénéficiaires, remercié la première dame pour ce geste historique. Pendant ces 2 dernières années, il faut le souligner sans se réjouir. L'État de Niger a rehaussé significativement le niveau du plateau technique de notre hôpital en dotant d'un nombre important de matériels techniques d'exploitation et biomédicaux et de médecins spécialistes, traduisant ainsi en actes les promesses des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. En ce qui le concerne, le sultan du Damagaram a tenu à remercier la première dame Aïssata Mamadou Issoufou. Il a demandé que ce don soit bien utilisé au profit des bénéficiaires. Enfin, il a vivement salué les efforts de la première dame à travers cette fondation qui appuie considérablement le programme de renaissance du président de la République, Issou Mahamadou. S'en est suivi une série de visites guidées, notamment au niveau de la cuisine, pour constater de visu les nouvelles installations. Visiblement, cette œuvre sociale permettra sans nul doute à soulager les contraintes du fonctionnement de l'hôpital national de Zender. Le ministre de l'Urbanisme et du Logement a effectué hier une visite de travail à Maradi. Il s'est notamment rendu à cette occasion sur les sites de construction du Grand Marché,
de la route pavée du quartier Mazad Jika et à la direction régionale de l'urbanisme de la dite région. Aussi Abdraman. Les pieds ne vont point là où le cœur ne veut guère, a-t-on coutume de dire. C'est là l'expression de cette visite du ministre de l'Urbanisme et du Logement qui a été accueilli à Kadata par les autorités régionales, les représentants des autorités coutumières et les responsables des forces de défense et de sécurité. La première étape de cette visite a conduit le ministre de l'Urbanisme et la forte délégation qui l'accompagne sur le site de construction du marché central de Maradi où il a constaté l'état d'avancement des travaux. D'un montant de plus de 8 milliards sur fonds propres de l'État, la fin d'exécution des travaux est prévue en fin septembre prochain. Dans le point de presse qu'il a animé à cette occasion, le ministre a pris l'engagement de mettre à la disposition des entrepreneurs les moyens financiers nécessaires en vue de finir ces travaux dans un délai de 6 mois maximum, c'est-à-dire avant la date prévue. Il a en outre affirmé que la réalisation de ce projet est très chère au président de la République car c'est le plus grand marché au Niger et l'un des plus grands marchés de la sous-région et sa réalisation aura sans doute des conséquences positives sur l'économie de notre pays. Nous venons d'effectuer cette visite vraiment dans un chantier immense. Un chantier qui est bâti sur plus de 7 hectares 52, selon ce que les directions dit. Le marché de Maradi étant peut-être le plus grand marché de la sous-région, en tout cas du Niger, ça c'est évident, plus grand que le marché de Niamey. Moi je pense que ce que nous avons trouvé ici est assez capital. Et j'ai pris l'engagement devant Dieu et devant cette auguste assemblée de rendre compte à qui de droit. À qui de droit, c'est le chef de l'État, le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a bien voulu que ce marché soit un bon marché, un très grand marché au bénéfice de la population de Maradi, au bénéfice de notre peuple nigérien. La deuxième étape a conduit la délégation ministérielle sur le site du lancement du projet de construction des rues pavées dans les quartiers Bouzou-Anzambadi, Nouveau Carré et Sourabildi où le ministre a donné le coup d'envoi. Le ministre et la délégation qui l'accompagnent se sont ensuite rendus sur le site de construction de la rue pavée dans le quartier Mazadajika sur une distance d'1,3 km dans la commune 1, jadis frappée par les inondations. Là, le ministre a donné les instructions fermes aux autorités compétentes en vue d'engager les travaux et surtout de prendre soin de reloger les sinistrés en cas d'exécution des travaux. Après des visites à la direction régionale de l'urbanisme et au lycée franco-arabe en construction dans le quartier Ali Sofo, le ministre a fait le bilan de cette visite. Le président du conseil de ville de Maradi m'a fait l'honneur de mettre la première pelle sur une route à pavé qu'il veut construire de, je crois, 1 km presque 300, qui va traverser 3 quartiers de la ville de Maradi. Je suis bien émerveillé parce que c'est ça le travail en fait de toutes les communes. Et je pense que cette rue-là, ils sont même d'ailleurs obligés de la faire parce qu'elle draine beaucoup d'eau. Et ça a montré qu'ils ont fait et qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'ailleurs justement par rapport à la dégradation due aux écoulements des eaux pluviales. Donc c'est vraiment un grand jour pour moi parce que là au moins le quartier sera plus ou moins, en tout cas sécurisé par rapport à l'eau de pluie. Et deuxièmement, nous avons visité aussi la direction régionale de l'urbanisme. Parce que nous sommes venus, c'est eux qui contrôlent beaucoup de chantiers dans cette ville-là. Au-delà de son caractère de capitale économique du Niger, la ville de Maradi se veut un modèle dans la réalisation de certaines infrastructures modernes, car d'énormes efforts sont en train d'être consentis par les plus hautes autorités de l'État en vue de concrétiser ce vœu. Et pour ce faire, les bons réflexes connus de nos coutumes doivent prévaloir au niveau de tous les citoyens. Depuis hier au Palais des Congrès de Niamey, des assises de la première rencontre des cadres de la communication, une rencontre qui durera 4 jours et qui permettra notamment d'échanger en profondeur sur l'évolution du secteur de la communication au Niger. Les images. Organisées par le ministère de la Communication en charge des relations avec les institutions, ces assises ouvertes sous le thème « Renforcement des acquis de la liberté de la presse pour la promotion d'une démocratie participative », la culture de la paix et de la tolérance intervient dans le cadre de la première rencontre des cadres de la communication. Une rencontre placée sous la présidence du ministre chargé de la communication et qui vise à passer à peigne fin l'évolution de la situation des médias au Niger. C'est désormais une coutume établie que de façon périodique, notre secteur marque un arrêt dans sa marche et son évolution
pour établir un constat que nous voulons sans complaisance aucune sur la situation présente des médias nigériens, notamment ses atouts, ses faiblesses et les perspectives. En effet, l'administration en charge de l'information et de la communication s'est souvent illustrée par une vision prospective dans le choix des thématiques soumises à débat pour davantage marquer son engagement dans le cadre de ses missions à soutenir et accompagner les initiatives et les efforts pour le développement économique et social du pays, à informer, sensibiliser l'opinion pour un changement qualitatif de comportement dans la perspective de mieux-être des populations, à œuvrer sans relâche à la consolidation des acquis démocratiques de notre pays. Cette rencontre donnera aussi l'occasion aux participants de formuler plusieurs recommandations allant dans le sens de promouvoir le rôle de la communication dans le domaine relatif à la promotion de la démocratie, du développement et de la paix sociale. Occasion donc pour le ministre Yahouza Sadissou de revenir sur l'importance du thème retenu pour les présentes assises. Le thème choisi pour la présente rencontre, à savoir le renforcement des acquis de la liberté de la presse pour la promotion d'une démocratie participative, la culture de la paix et de la tolérance, n'est guère fortuite. Il rappelle, s'il en était besoin, le rôle éminemment important, la mission sociale, devrais-je dire, des professionnels des médias que vous êtes et de tous les acteurs de la communication pour la défense, la sauvegarde et la promotion des valeurs démocratiques qui sont désormais celles de la société nigérienne. Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions s'est également beaucoup appesanti sur les résultats fort appréciables enregistrés dans le domaine de la liberté de presse et a fustigé certains cas relevés de pratiques journalistiques douteuses tendant à compromettre la dépénalisation chèrement acquise de l'ordonnance portant régime de la liberté de presse. Notre rencontre intervient 3 ans après la tenue des États généraux de la presse exactement en mars 2010 et la signature par le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, de la déclaration de la montagne de la table. Il est indéniable aujourd'hui qu'au lendemain de ces 2 actes, notre pays a enregistré des résultats appréciables dans le domaine de la liberté de presse. Ce souffle de liberté et ce climat de sérénité dans lequel travaillent les journalistes vivant au Niger a du reste été unanimement salué par les ONG et les associations socio-professionnelles de la presse, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Hélas, depuis un certain temps, des pratiques journalistiques coûteuses tentent à remettre en cause le principe si chèrement acquis de la dépénalisation compte tenu de l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse, tant les règles d'éthique et de déontologie sont littéralement bafouillées par une minorité des acteurs des médias. 4 jours durant, ce cadre de la communication procéderont à la présentation du rôle et de la mission d'une communication pour le développement et feront l'état des lieux des textes régissant le secteur en mettant un accent sur le respect de l'éthique et de la déontologie, mais aussi et surtout jeter les jalons pour la signature d'une convention collective des travailleurs de la presse, entre autres. Et puis justement, les travaux de cette rencontre des cadres de la communication se poursuivent au Palais des Congrès de Niamey. On fait le point avec Abdoulaye Mamoudou, il est conseiller technique au ministère de la Communication. Nous sommes aujourd'hui au 2e jour donc, des travaux sur la rencontre des cadres donc, de la communication. Et vous vous souvenez qu'hier, après l'ouverture, il y a eu donc un certain nombre de thèmes qui ont été développés, notamment la politique nationale de communication pour le développement. Nous avons également passé en revue le journalisme en ligne. Aujourd'hui, il y a 4 thèmes qui sont inscrits à l'ordre du jour. Et le premier thème a été épuisé. Il s'agit donc de l'ordonnance 35-2010 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse. Et vous savez que c'est une ordonnance qui intéresse les professionnels des médias parce qu'elle contient
les délits, c'est-à-dire tous les aspects relatifs aux délits commis par voie de presse. Donc ce thème a fait l'objet de beaucoup de débats ce matin. Et donc un certain nombre de choses ont été dites par rapport justement à ce texte-là. Et les discussions se poursuivent d'ailleurs jusqu'à présent, ce n'est pas fini. Alors le deuxième thème sur lequel la rencontre va tabler tout à l'heure, c'est les codes d'éthique et de déontologie en matière de journalisme. Vous savez que là aussi c'est un thème extrêmement important avec tout ce qui se passe dans le paysage médiatique aujourd'hui. Nous pensons qu'il est important que les professionnels internalisent tous ces textes-là. Parce que le journalisme, c'est d'abord le respect vraiment du code d'éthique et de déontologie. Et nous pensons que ce thème va permettre à tous les professionnels vraiment de connaître le contenu, de les internaliser et peut-être surtout de pouvoir mieux améliorer le comportement journalistique de tous les jours. Alors d'autres thèmes vont être débattus ce matin également. Et il s'agit donc des thèmes relatifs à la publicité et puis à la convention collective. Et vous savez que là aussi, ce sont des sujets très importants qui sont attendus par les journalistes, par les médias d'une manière générale. Parce que comme vous le savez, la publicité porte en elle l'espoir que les médias puissent avoir suffisamment de moyens pour leur indépendance. On a beau parler de la liberté de la presse, aucune liberté n'est possible si les médias continuent à vivre dans des situations financières et économiques difficiles. Et je pense que ce sont des sujets d'importance, des sujets sur lesquels tous les participants vont, disons, débattre et trouver peut-être des pistes de solutions. L'essentiel, c'est que ce texte sur la publicité et également le texte relatif à la convention collective des professionnels des médias soit également adopté. Sur un tout autre plan, lancement officiel ce matin à l'hôtel Gawé de Niamey des travaux du séminaire sur le programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers pour la lutte contre la pauvreté au Niger. Objectif, renforcer la promotion de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation. Issa Mustafa. Le programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers pour la lutte contre la pauvreté qui a pour objectif principal l'amélioration des conditions de vie et de réduire la vulnérabilité des couches les plus défavorisées de la population qui s'inscrit dans la ligne droite du PDES 2012-2015 et le programme sectoriel de l'éducation et la formation à travers l'amélioration et l'accès à l'éducation de base, l'alphabétisation fonctionnelle, la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers. Le PALAM, c'est donc un accord cadre signé entre l'État du Niger et la Banque islamique de développement. Conscient de l'enjeu majeur de ce programme, pour les plus hautes autorités de notre pays, en leur tête, son Excellence, M. Mahamadou Issou, président de la République du Niger, chef de l'État, qui ont fait de la lutte contre l'analphabétisme, le chômage de la jeunesse et de la femme la pierre angulaire de leur combat contre la pauvreté. Nous mettrons tout en œuvre pour qu'au terme de ce séminaire, la satisfaction soit véritablement au rendez-vous. La BID est donc partenaire clé de ce programme effectif au Sénégal, au Tchad, en Mauritanie et en Côte d'Ivoire. L'éducation pour la Banque islamique de développement est la base de tout développement économique et social d'un pays et à ce titre, la Banque apporte son soutien sans faille pour la promotion du secteur de l'éducation de ses pays membres. C'est ainsi qu'en plus du financement des projets d'éducation ordinaire, la BID contribue également à la promotion de l'éducation pour tous dans plusieurs pays d'Afrique au sud du Sahara, parmi lesquels le Niger, à travers notamment la maîtrise de la lecture, du calcul pour toute la population analphabète. Après remerciement, la ministre de l'Enseignement primaire se réjouit de la tenue de ce séminaire qui sans doute va aider les bénéficiaires à améliorer leurs conditions de vie à travers l'acquisition de compétences professionnelles leur permettant d'accroître leur productivité. Le programme PALAM, d'un coût global de 5 milliards de francs CFA,
concernera d'ici 2016 3 000 enfants de 9 à 15 ans déscolarisés précocement ou non scolarisés qui seront pris en charge à travers les écoles de seconde chance ou les centres de formation en développement communautaire. 4 000 jeunes adultes qui verront leurs compétences techniques renforcées. 4 000 femmes travailleuses analphabètes de 24 à 49 ans qui verront leurs compétences techniques et leurs revenus améliorés. Ainsi, au moins 50% des jeunes, adultes et femmes en activité seront formés et auront accès à la microfinance. Ce programme concernera dans un premier temps les régions de Maradi et Tillabéri et la réussite de cette phase pilote ouvrira la voie à une extension et puis une généralisation à l'ensemble du pays. Les travaux vont durer 3 jours et seront axés sur des visions du Palam au Sénégal, en Mauritanie et au Tchad. Une présentation du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, une présentation du sous-secteur des enseignements professionnels et techniques. Ensuite vont suivre les travaux en groupe. Ouverture ce matin dans la salle de réunion d'Africa Hall des travaux d'un atelier dit de sensibilisation aux radios communautaires en matière de lutte contre la traite des personnes. Et c'est le directeur de cabinet du ministre de la Justice qui a ouvert les 10 travaux. Al-Mokhtar Kaini. Aider la mise en œuvre de la loi contre la traite des personnes et promouvoir la protection des victimes, voilà entre autres objectifs visés à travers cet atelier au profit des radios communautaires. C'est le représentant du ministre de la Communication qui a tout d'abord remercié les participants avant de donner le but des radios communautaires. Comme vous le savez, les radios communautaires sont des organes de communication qui ont été implantés en vue d'appuyer les initiatives de développement social, économique et culturel des communautés. Ces radios représentent pour le gouvernement un outil précieux de communication pour véhiculer des messages pertinents afin d'asseoir la quiétude sociale et la consolidation de l'unité nationale, condition sine qua non pour un développement durable. Elles accompagnent également les actions de développement à la base et contribuent ainsi à travers les émissions de sensibilisation au changement de comportement de la population pour une pleine participation des différentes couches sociales, notamment rurales, aux actions de développement. Quant au représentant du ministre de la Justice, en ouvrant les travaux, a souligné les raisons qui ont amené l'État et ses partenaires à la tenue d'un tel atelier. La lutte contre la traite des personnes doit être perçue sous l'angle participatif dans la mesure où tout le monde, d'une manière ou d'une autre, doit apporter sa modeste contribution au combat. Je pense aux autorités politiques administratives, aux forces de défense et de sécurité, aux leaders d'opinion, aux conducteurs routiers, toutes choses qui justifient la tenue du présent atelier de sensibilisation en matière de lutte contre la traite des personnes. L'atelier, qui durera 3 jours, comporte des enseignements théoriques et des exercices pratiques au terme desquels des émissions adaptées au programme des radios rurales seront réalisées par les stagiaires afin qu'au sortir de cet atelier, les participants puissent être mieux outillés en matière de lutte contre la traite des personnes. Merci Al-Mokhtar Kaine. Et puis sur le front social, les enseignants admis au concours du spécial A et B promotion 2012-2013 ont rendu public ce matin une déclaration dans laquelle ces derniers ont demandé au ministre de la fonction publique de reconsidérer sa décision de suspension de quelques 323 de leurs camarades. À ce sujet, je vous propose justement d'écouter un extrait de la déclaration. Elle est lue par Abdoulaye Djori, délégué des enseignants du spécial A et B. Nous, enseignants admis à l'examen spécial A et B de promotion 2012 et 2013, rendons la déclaration dont la teneur suit. 1. Rappelons à l'opinion nationale et internationale que ces enseignants que nous sommes ne sont pas en situation d'abandon comme le prétend la ministre de l'Éducation primaire. 2. Demandons au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative
de reconsidérer sa décision de suspension de fonction de 323 enseignants admis à l'examen spécial A et B. 3. Rappelons le désastre social que risque d'entraîner la suspension de fonction de 323 enseignants fonctionnaires. 4. Sollicitons le président de la République, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, d'être regardant par rapport à cette situation de suspension de fonction de 323 enseignants admis au spécial A et B. Enfin, la délégation des admis à l'examen du spécial A et B demande à toutes et à tous les camarades à se mobiliser pour faire échec à toute manœuvre tendant à faire de nous des cas sociaux. Vive l'école nigérienne, vive le spécial A et B, vive les CEPRAS et la FUSEN. La lutte continue. Et puis le volet reportage de cette édition nous amène à la découverte du gouvernement scolaire de l'école primaire Jean-Marie Ducros à Niamey, un gouvernement mis en place pour participer à la gestion de l'école. Le reportage est signé Maria Massoumana. Je suis la présidente, je suis le premier ministre, je suis ministre de la communication, je suis ministre de la scolarisation des filles. Une présidente, un premier ministre et 9 ministres, voilà la composition du gouvernement de l'école primaire Jean-Marie Ducros de Dolbel. Un gouvernement scolaire initié par les partenaires et acteurs de cette école dans l'optique d'amener les élèves qui sont les principaux concernés à s'impliquer pleinement dans la gestion et le bon fonctionnement de l'école. À travers ce gouvernement, il s'agit pour ces élèves d'apporter des solutions adéquates aux problèmes auxquels fait face leur établissement. Et on a mis en place donc un gouvernement scolaire qui s'appuie sur la défense des droits des enfants au niveau de l'école. Donc c'est pour amener donc les enfants aussi à essayer en tout cas de défendre leurs droits. Droit à l'éducation, droit à la survie, droit et entre autres plusieurs autres droits que au niveau de l'école on devrait leur garantir. Et donc ils vont intervenir et ils vont dire leurs mots par rapport à cette gestion-là. Les établissements scolaires de la zone sont confrontés à d'énormes problèmes. Donc comme les parents d'élèves et les maîtres ne peuvent pas apporter des solutions adéquates à ces problèmes, donc ils ont préféré, ils ont apporté des réflexions. D'abord, ils ont dit, au lieu de mettre les parents ou les enseignants face à ces problèmes, pourquoi ne pas donner l'occasion aux enfants, aux élèves de faire la réalité du terrain. Menu d'un programme valablement défendu devant les pairs en vue de gagner leur confiance et leur soutien, chaque membre du gouvernement est choisi selon des critères clairs et précis. Le choix des membres du gouvernement, du président au ministre, a été fait sur le simple critère que l'élève ou bien le candidat doit être un élève qui sait lire et qui sait écrire. Ici, il faut rappeler que la présidente, avant de se lancer en campagne, a d'abord travaillé sur un programme. Son programme, c'était quoi? C'est le bon fonctionnement de son école. Les membres du gouvernement ont été choisis de commun accord entre le président et son premier ministre. D'ores et déjà, la mise en place du gouvernement scolaire a porté ses fruits, car les membres comprennent de plus en plus les missions qui leur sont assignées. Il y a pas mal de problèmes auxquels le gouvernement, le ministre et le premier ministre, accompagnés de son gouvernement, ont apporté des solutions. Au-delà de la contribution au bon fonctionnement de l'école, la formation d'un gouvernement scolaire permet à ses élites de demain de mieux comprendre le jeu démocratique, les valeurs et notions civiques, la citoyenneté et surtout une meilleure connaissance de la gestion de l'État. Notre reporter Taïro Amadou s'est quant à lui intéressé à l'embouteillage aux alentours du grand marché de Niamey, une situation qui, vous allez le voir, agace les usagers qui
expriment d'ailleurs leur ras-le-bol. Les images. Nous sommes ici aux alentours du grand marché de Niamey. Il est 14 h environ. Malgré que l'heure ne soit pas une heure de pointe, circuler est difficile. Un embouteillage qui s'explique par l'occupation anarchique des voies publiques par les commerçants. Quelques problèmes techniques apparemment avec cet élément. Direction à présent Tawa, où notre correspondant permanent Asman Amadou lui nous propose de découvrir un type d'habitat propre à la culture touareg. Yaket, c'est donc en effet le nom de cette tente dont le coût varie entre 300 à 600 000 francs CFA. Son constat. Yaket en tamashek, tente en français. Ce type d'habitat propre aux nomades se trouve dans les zones pastorales chez les Touaregs, gardiens de tradition, confectionné à base de la peau des petits ruminants, facile à installer n'importe où et à tout moment quand les besoins se fait sentir. Ce type d'habitat a fait l'objet de ce reportage à Aligadet, dans le département d'Abalak, à l'occasion de cette fête des éleveurs. Le coût varie entre 300 000 francs à 600 000 francs CFA, précise ce participant venu de Tintabraden en se reposant sous son iheket, tente en français, en attendant l'ouverture de cet événement. Il a décrit la tente, type d'habitat qui fait partie de la culture touareg. Iheket, qu'on appelle en français la tente, c'est en quelque sorte, c'est ça les nomades. C'est ça les nomades. Et nous sommes aujourd'hui dans le milieu des nomades. La création d'Ahakit va de pair avec le nomadisme. C'est une indépendance de domicile. Car ça va de pair avec la transhumance qui est un élément essentiel du mot nomadisme. Donc à cette occasion, les tentes sont des domiciles momentanés. Dès que les nomades se déplacent, automatiquement au niveau des pâturages, ils s'installent. Et quand on s'installe, il faut qu'il y ait un domicile. Et c'est un acte très facile. Et les femmes, les hommes sont en charge des animaux. En ce moment, les femmes sont là en train de construire leur domicile. Et dès qu'on se déplace, c'est très facile. Les tentes sont chères et elles vont aussi en fonction de certains critères. Il y a des grandes, il y a des petites. Mais ce qui est sûr qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une tente de 500 à 600 000. Donc ça varie de 350 jusqu'à 600, 700 000. Faut-il le noter, même pendant la saison hivernale, les Touaregs préfèrent habiter sous les tentes pour se protéger. Du sport pour clore ce journal, le Taekwondo Club Flo Germain a organisé le week-end dernier une cérémonie de passation de grade supérieur d'une quarantaine de jeunes pratiquants. D'autres détails dans ce compte-rendu signé Damana Abdoulaye. Jauger le niveau de performance et de technicité des jeunes apprenants après une certaine période d'entraînement en vue de les faire passer au grade supérieur. C'est le sens de cette démonstration de taekwondo initiée par le club Flo Germain. Un passage au grade supérieur qui a concerné la quarantaine de jeunes taekwondoïnes de la ceinture blanche à la ceinture rouge. Cette activité, ce n'est que le passage de grade que nous organisons à chaque du moins 4 mois. Et en vue de pouvoir jauger la performance et aussi la technicité qu'on a pu apprendre durant toute cette période à nos enfants. Jusqu'au rouge, de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture rouge. Démonstration de casse de planche, mouvement de base, poumsé et self-défense ont égayé le public venu nombreux. Au club Taekwondo Flo Germain, c'est la promotion des jeunes à travers ce art martial que le taekwondo. Nous avons les coups de pied, et nous avons aussi les mouvements de base qui sont les différentes techniques de main. Nous avons aussi les self-défense, c'est-à-dire les attaques défense. Et nous avons aussi
si nous pouvons le dire, c'est-à-dire une façon de voir l'esprit des enfants, même si comme on a des enfants qui n'ont pas encore atteint, c'est-à-dire ce niveau, cette capacité d'apprendre, nous essayons de voir comment est l'esprit c'est-à-dire de pouvoir quand même avoir quelque chose à retenir. L'une des particularités de ce club est qu'au-delà de la formation martiale, le Taekwondo Club Flow Germain assure une formation académique des enfants. C'est cet exploit qui attire encore davantage les parents à inscrire leurs enfants. C'est un sentiment de joie parce que quand j'ai mis mon enfant au club Flow Germain, en toute sincérité, bon, je m'attendais un peu à ça parce que j'ai entendu que d'abord c'est un club très sérieux. Maintenant, il est en train de passer sa première ceinture bleue au premier passage. Et je pense que tous les parents doivent faire la même chose parce que le sport constitue toujours un élément pour un enfant, dans le cadre de contribuer à un élément de développement plus qu'au moteur de l'enfant. Après, s'en est suivi la remise des diplômes aux lauréats. Le Taekwondo Club Flow Germain, véritable vitrine de taekwondo au Niger. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme en compagnie de la H24. Au revoir.